Bon, bonsoir. Merci beaucoup à vous d'avoir bravé la pluie et d'être venu. Merci surtout aussi à vous, Nara Vidal, d'avoir accepté notre invitation pour présenter votre livre qui est vraiment magnifiquement édité. Il est paru déjà il y a quelques mois en français, mais on avait envie de le présenter parce qu'il est vraiment, on le dit rarement, mais enfin, c'est vraiment remarquable comment le choix du papier, la composition, l'impression. Un très beau livre intitulé donc Pur, paru aux éditions La Place, il faut le dire aussi le nom, et puis excellemment traduit par Mathieu Dos, qui a là encore fait un très beau travail. Et puis merci aussi à vous, Maïra. Vous venez donc pour parler après de votre traduction du dernier livre de Leila Guerriero qui s'appelle La Paille, et qui est paru là maintenant au mois de septembre et qui est sans doute un des poids lourds en ce qui concerne la littérature étrangère, en fait, parution de la littérature étrangère de cette rentrée. Alors, Pur, on avait envie d'en parler parce que c'est vraiment un livre que je trouve absolument remarquable, dont je dirais l'articulation de la forme et du fond. C'est un livre absolument singulier. Il est situé, la narration, il est très, très sec, très enfin, ramassé comme le titre, Pur. C'est un livre qui est situé dans une petite ville fictive, Santa Graça, dans l'État de Minas Gerais, dans les années 1930. Donc c'est une petite ville qui est reliée au reste de la nation par une petite ligne de chemin de fer. Sinon, elle est complètement, on a l'impression, noyée dans cette immensité de la nation. Elle est Alors, on est face à une sorte de panorama de personnages qui sont à la fois tous très particuliers, mais qui ont portent des traits particuliers, mais qui sont aussi en quelque sorte des archétypes. Et tous sont confrontés à cette obsession qui règne dans les années 30 et qui porte sur l'idéal de la race, et qui est la race blanche en l'occurrence. Donc il y a là une bonne partie de la population qui est travaillée par cette obsession et une autre partie de la population qui ont subi les conséquences. On a donc la Iris, pardon, qui est un des personnages principaux, qui est une employée de maison qui travaille qui est noire, qui travaille pour une famille blanche et qui s'occupe lorsqu'elle ne cire pas les meubles et ne nettoie pas le plancher. Elle s'occupe de l'enfant qui est polyhandicapé, qui est à la fois donc déficient moteur mais aussi mental. Et là, comme voisine, la famille a comme voisine trois femmes âgées qui font beaucoup penser à des sorcières de chez Shakespeare et qui, elles, élèvent un garçon qu'elles ont trouvé dans un orphelinat et qui, lui, construit toute sa fierté et son identité sur la blancheur de sa peau. Il y a le père de ce garçon déficient qui s'appelle Nicaro, donc l'enfant. Le père, il est vendeur à ses heures perdues de brochures qui vantent l'eugénisme. Il y a le prêtre qui a des tendances pédophiles. Enfin, on a vraiment... Et puis, il y a la population noire qui, elle, vit un peu qui vit une existence de lumpenprolétariat dans un quartier qui s'appelle Matacavallos et dont les enfants disparaissent, les enfants de bas âge. C'est donc une histoire à la fois terrible dans les préjugés qui circulent, mais elle est poignante dans la manière dont cette histoire est présentée, parce que c'est un livre, c'est l'autre particularité, qui est composé vraiment de blocs, je dirais, de prose. C'est un livre qui est composé essentiellement, quasi exclusivement, par des monologues. Alors ce sont en règle générale des monologues dits, prononcés, mais il y a aussi des monologues pensés, des monologues intérieurs, qui souvent sont en contradiction avec ce qui se dit. Et ensuite, il y a 2-3 descriptions de lieux, mais enfin, en général, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange et il n'y a pas de prose qui servirait de liant. On est donc, en quelque sorte, face à comme je l'ai dit, des blocs de prose qui sont comme il y a quelque chose d'hiératique ou presque de prophétique dans l'expression de la parole. Et c'est une parole qui est tellement détachée en même temps de tout contexte qu'elle produit quelque chose comme un effet de distanciation et qui fait que ce sujet réverbère, enfin résonne beaucoup au-delà du cadre historique qui est posé par le livre, donc les années 1930. Comme pour ancrer cette violence du propos, vous citez en exergue un extrait de la Constitution de 1934, il me semble, du Brésil, qui est une constitution assez la plus éphémère, je crois, parce que dès 1937, avec le début de l'Estado Novo, elle sera caduque. Mais cette
Constitution dit en toutes lettres l'article 138 stipule donc qu'il incombe à l'Union, aux États et aux municipalités de stimuler l'éducation eugénique, de veiller à l'hygiène mentale et d'encourager la lutte contre les poisons sociaux. Donc pour dire que ce que vous dites est vraiment ancré dans le réel, et pourtant c'est un récit qui réverbère bien au-delà de ces années 1930. On pourrait dire qu'il y a des résonances encore aujourd'hui, alors que, ça aussi j'étais curieux, et du coup je me suis penché rapidement sur la Constitution de 1988, la Constitution actuelle, où dès l'article numéro 3 est stipulé que, paragraphe numéro 3, numéro 4, promouvoir le bien de tous, sans préjuger d'origine, de race, de sexe, de couleur, d'âge et de toute autre forme de discrimination. Donc on est dans un temps tout à fait différent, et pourtant, vous dites qu'il y a quelque chose, enfin on le lit comme un récit qui a encore une actualité. Donc la première question peut-être que je voudrais vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi de donner cette forme, ou peut-être plus précisément à quel moment cette forme de bloc, de prose, de monologue s'est imposée à vous pour le traitement de ce sujet-là. Muito obrigada a todos pela presença. Bonne nuit, bonjour, excusez-moi, et merci beaucoup pour votre présence. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a leitura do Patrick, agradecer a Ana, que é a minha heroína da noite. Quer trazer isso, Ana? Je voudrais remercier Patrick pour l'invitation et moi pour la traduction de ce soir. A forma é algo interessante no livro que chama atenção, e acho que a pergunta vem muito disso. É uma maneira de escrever que não é muito convencional, muito vista na feitura de um romance conventionnel. Votre question sur la forme est intéressante, car en effet, ma manière d'écrire pour ce roman est peu conventionnelle, c'est-à-dire qu'on la retrouve assez peu dans un roman traditionnel. Eu acho que, para mim, essa forma chegou um pouco como um acidente. Eu estava trabalhando em outros projetos, e nesse momento esses projetos nos quais eu estava trabalhando tomaram a frente, e eu deixei um pouco Puro de lado. Como Puro um livro com muitas personagens, eu então deixei anotados os nomes das personnages et as ações dessas personnages. La forme est arrivée un peu comme un accident, car à ce moment-là, je travaillais sur d'autres projets qui ont pris plus d'importance. Donc j'ai mis un peu ce roman de côté, et j'ai commencé à prendre des notes sur les personnages, sur les actions de ces personnages-là. Nesse momento, enquanto eu estava organizando essas falas das personagens, antes de fazer isso, eu tentei escrever esse romance de uma maneira tradicional, como um romance. Eu já escrevi um outro romance antes desse, e eu percebi que essa história não estava sendo contada como eu gostaria, nessa forma de um romance mais convencional. E ao olhar essas personagens e os enunciados, eu percebi então que a partir dos enunciados eu poderia então contar essa história de uma maneira diferente, entrar nas personnages de uma maneira única. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces personnages, au départ, je me suis dit, je vais commencer à l'écrire de manière un peu plus traditionnelle. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que ce n'était pas cette forme-là qui me sciait. Donc j'ai regardé ces personnages et je me suis dit, au vu des énoncés, des narrations que je constatais, qu'il y avait une autre forme, une forme différente de pouvoir les raconter. Et donc j'ai commencé à l'écrire de cette façon-là. É interessante, Patrick, falar sobre Shakespeare e Macbeth, as três bruxas, porque eu estudo Shakespeare já há muitos anos. E é curioso porque as pessoas sempre comentam dessa suposta ligação entre Shakespeare, as bruxas de Macbeth e essas três personagens. A verdade, se é que existe uma verdade em literatura, é que essas três
personagens, elas são 3 mulheres que existiram do lado da minha casa. Ou seja, essas 3 mulheres, na verdade, elas foram reais, digamos assim, né? O ponto da realidade na littérature est muito discutível, mais enfim. C'est drôle c'est intéressant que Patrick ait parlé de Shakespeare et donc des sorcières dans Macbeth, parce qu'on a souvent fait le lien entre les 3 femmes âgées dans le livre de Pur et les sorcières de Macbeth, alors que en fait pour moi l'inspiration vient de 3 femmes qui vivent à côté de chez moi donc ce sont 3 femmes qui ont vraiment existé, des femmes réelles, et donc la part de vérité est toujours un peu discutable en littérature. Também a questão do Shakespeare é interessante porque a forma que o livro está escrito, ele pode parecer um pouco como uma peça de teatro, né? As rubricas de teatro. Então eu acho que é uma maneira de uma certa forma tirar o narrador. Por quê? Porque o narrador, de acordo com o que eu vejo na feitura de um romance convencional, o narrador acaba tendo uma influência na narrativa. E eu gostaria que esse livro tivesse uma narrativa o mais, entre aspas, neutra possível, mais distanciada possível, para que a gente pudesse, então, entrar no pensamento, nas ações e nas aparências de cada personagem. De plus, la forme de ce livre s'apparente beaucoup à une pièce de théâtre. Parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir extraire le narrateur du livre. Parce que, selon moi, le narrateur, dans une narration conventionnelle, a toujours une influence sur la narration. Et moi, je voulais que dans mon roman, ce soit le plus neutre possible, le plus distancé, pour que le lecteur puisse entrer et dans les personnages, et dans les actions, et dans les apparences. Eu acho que, de acordo com essa forma, fica... Quando eu encontro essa forma, quase que por acidente, quando eu encontro essa forma finalmente, eu acho que ela me abre possibilidades através dos próprios verbos. Os verbos, então, eles se impõem para mim de uma maneira quase libertadora para, então, construir essa história de acordo com as ações. Mas as ações também pela hipocrisia dos pensamentos e as ações que vêm a partir desses pensamentos. Cette forme-là, qui est donc arrivée par accident, a permis pour moi d'ouvrir des possibilités à travers les différents verbes qui sont utilisés dans le roman. Et ces verbes-là ont permis de construire à travers les actions toute la narration et de dévoiler aussi l'hypocrisie qui se cachait derrière les verbes. Alors il y a vous disiez tout à l'heure que vous vouliez rentrer vraiment dans les personnages, ce qui est assez... et effectivement, vous probablement, enfin, en tant qu'auteur du texte, vous êtes à la fois dans la parole, donc, qui est proférée dans les monologues, mais aussi dans les monologues intérieurs qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en contradiction. Donc il y a une c'est effectivement, la narration n'est pas présente, il n'y a pas une narration comme ça distancée, mais il y a un contrôle quand même très fort de la parole qui est proférée. Et l'exemple, enfin, qui me semble, je ne suis probablement pas le seul qui pense tout de suite à Faulkner, et notamment à Tandis que j'agonise, qui est le grand livre qui est composé comme ça encore une fois, de monologues. Et enfin, c'est un monologue muet, on a un dialogue muet entre un certain nombre de personnages. Est-ce que cette référence vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a influencé, notamment cette violence aussi sourde, ou même à la fois sourde et puis visible chez Faulkner, notamment, qui se déroule par ailleurs aussi au début du XXe siècle? Bom, no caso da referência a Faulkner, não, eu na verdade não pensei nisso. É curioso porque muitas pessoas, depois de lerem o livro, fizeram essa relação com o livro dele, né? Mas eu não tive isso em mente, mas eu tive mais, na minha cabeça era um pouco mais a questão do teatro, ou mais até, era para mim uma questão mais da ordem, desse narrador inexistente, digamos assim, né? Um narrador que não existe objetivamente, mas era mais uma liberdade de uma ordem sendo dada.
acho... En effet, on m'a souvent fait le lien avec le roman de Faulkner, mais pour moi, non. Enfin, le lien est plutôt fait avec le théâtre. Et surtout la question de l'ordre, de ce narrateur qui est inexistant et qui me donnait une liberté vraiment dans l'ordre de l'écriture. Essa questão da violência, né, que você comentou, que ela vai muito devagar se estabelecendo, isso também é interessante por conta da forma, né, há uma proposta estética, né, a questão da forma, no caso, porque a violência ela vai muito devagar sendo estabelecida e ela torna-se irreversível, mas de uma maneira muito... O livro começa muito calmo, de uma certa forma, uma cidade normal, uma cidade pacata, e que, através da inserção dos pensamentos, a violência, então, ela começa uma ebulição, e aí sim o leitor tem uma visão mais completa da proposta daquela cidade. Ce qui est intéressant au niveau de la violence, c'est qu'en effet, elle s'établit petit à petit grâce à la forme. Au début, donc, la violence s'installe doucement, mais petit à petit, elle devient irréversible. En effet, quand on commence le roman, la ville de Santa Graça, c'est une ville calme, qui ressemble un peu à une ville normale. Mais grâce aux pensées de divers personnages, la violence s'installe et devient de plus en plus complète. Il y a aussi je pense, un jeu entre... D'une part, une dimension quasiment gothique dans le sens du roman gothique. Donc, il y a, pour ceux qui ont vu la comédie de Tim Burton, Sweeney Todd, on est à peu près dans cette violence-là, mais vraiment physique, de décomposition de corps. Et en même temps, vous vous appuyez, alors je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que c'est une question peut-être, dans toutes ces publications qui propagent l'eugénisme, je suppose que c'est vous vous appuyez sur des documents existants. Et donc il y a un jeu comme ça entre une hyperbole presque, enfin une violence vraiment qui va littéralement à l'os, et puis une violence pour le coup qui a vraiment existé. Comment vous avez articulé, ou pourquoi vous avez, il faut peut-être le formuler comme ça, pourquoi vous avez cet aspect, je nommerais gothique pour aller vite, vous l'avez relié à une lecture littérale de ces documents des années 30. Acho que, no caso é interessante você falar da literatura gótica, porque eu estudei literatura inglesa na faculdade e durante muito tempo eu fiquei com Mary Shelley, durante um bom tempo. Mas interessante porque há uma questão de canibalismo até, né, no livro, e eu... Talvez por conta de Shakespeare, até inconscientemente, vem o Titus Andronicus ali, de alguma maneira. C'est intéressant que vous parliez de littérature gothique parce que j'ai étudié la littérature anglaise à l'université et donc j'ai été fortement influencée par des auteurs comme Mary Shelley, par exemple. Et en plus, par exemple, dans le livre, il y a vraiment des cas comme du cannibalisme et aussi par certains textes de Shakespeare, comme Titus Andronicus. Eu acho que a ideia de colocar as duas coisas juntas, né, uma violência um pouco mais gráfica, gótica, ou mais gráfica, digamos assim, eu acho que se relaciona bem com a suposta calmaria da cidade, né? Quando eu digo que Santa Graça é uma cidade, entre aspas, normal, é uma cidade, nesse caso, uma cidade construída com a questão da classe, do racismo, tudo isso é muito, muito estabelecido e inquestionável dentro daquela cidade. Então, a partir do momento que a violência das palavras, a violência já naturalizada das palavras, ela começa a não fazer efeito, o leitor tem então à sua disposição uma violência um pouco mais gráfica. Et le fait d'allier les deux, donc à la fois la violence dite gothique et la violence réelle, crée une violence beaucoup plus graphique dans le texte. Parce que par exemple dans la ville de Santa Graça, quand je dis que c'est une ville calme, c'est-à-dire que c'est une ville construite selon des préceptes de classe, de racisme bien établis, comme l'on pouvait voir dans les années 30. Et
la violence des mots dans le roman vont imiter cette violence de classe et va rendre la violence de plus en plus graphique pour les lecteurs. En même temps, il y a, comme souvent, le livre est aussi intéressant parce qu'il joue toujours sur presque, je dirais, des oppositions internes ou des contrastes. Il y a aussi ce personnage donc, de Lazzaro, qui est le fils adoptif de ces trois vieilles voisines, qui lui découpe, si mes souvenirs sont bons, des grenouilles pour coller, pour essayer il fait pour coller les membres d'autres animaux sur les blessures, comme s'il voulait, en direct et au vu et au su de tout le monde, créer une sorte de Frankenstein, une sorte de monstre de Frankenstein. Il y a aussi quelque chose de cette... D'abord, c'est le contraire de la pureté, et ensuite, il y a cette volonté de construire un monstre qui est aussi très présente et très visible. Sim, a questão do Lázaro é interessante porque eu tive nas minhas mãos um livro chamado Médicos Malditos, que é um livro sobre médicos nazistas que faziam experiências assim, muito parecidas, com pedaços de corpos diferentes, enfim, coisas absolutamente chocantes. E o Lázaro, no caso, é uma personagem complexa, é uma criança, é uma adolescente, absolutamente detestável, e que cresce, então, com essa ideia perigosíssima de uma supremacia branca. Ele acha que, de fato, ele é supérieur à qualquer pessoa por conta da cor dele. La question de Lazzaro est intéressante. J'avais lu un livre qui s'appelle Médicos Malditos, donc Médecins maudits, qui relatait des récits de médecins nazis qui faisaient des expériences un peu à la Lazzaro qui prenaient des morceaux de corps donc c'était vraiment un livre très très choquant pour moi. Et Lazzaro, en effet, c'est un adolescent très complexe, très détestable, qui grandit avec cette idée de suprématie blanche, qu'il est supérieur aux autres du fait de sa couleur de peau. Então, eu acho que o Lázaro ele traz um pouco de uma violência interessante do ponto de vista do racismo, né, no livro, porque é um adolescente para quem toda essa ideia dessa supremacia branca é passada de uma forma muito natural e para ele é completamente aceitável que ele rebaixe, né, todo mundo que seja diferente dele. Isso também foi uma coisa que eu quis trazer muito com a fala dele. Então, há questões, por exemplo, o Lázaro é uma personagem que nunca pensa, ele nunca fala, ele só grita, ele grita o tempo inteiro. Então, há ali uma falta de reflexão, uma falta de pensamento, uma falta até de estudo, de estudo num termo geral, né, digamos assim, que expõe esse menino dessa maneira, né, comme une personne extrêmement préconceitueuse dans l'histoire. La question de la violence chez Lazzaro est très intéressante du point de vue du racisme, car pour lui, l'idée de suprématie blanche est une idée assez naturelle, acceptable, et il passe son temps à rabaisser tout ce qui est différent de lui. On le voit même à sa manière de parler. Il ne pense pas, il ne parle pas, il crie. Il passe son temps à crier, et ça dénote chez ce personnage un manque de réflexion, de pensée, même on va dire, d'éducation dans le sens général du terme. Et cette façon de parler l'expose vraiment de cette façon. Mais je pense que justement, puisqu'il est, comme vous dites, il crie tout le temps, et surtout il est comme une page blanche, c'est un adolescent, il est jeune, je ne me rappelle plus quel âge il a, mais enfin il dit qu'il veut être ou qu'il va être le maire de la petite ville, mais enfin il a de grands projets pour lui-même, mais il reflète surtout les pensées que vous dites, à juste titre, il ne pense pas lui-même, c'est-à-dire il devient le reflet pur, si je peux dire, de la pensée des autres, et il devient une sorte de concentré de ces préjugés qui circulent. Sim, o Lázaro, justamente, ele é essa criança
que justamente ele cresce com imensos privilégios, porque ele nunca, nada ele é questionado, assim como a própria Delfina, que aparece também na história, que é uma pessoa, que é uma impostora, mas que em momento nenhum ela sequer imagina que o plano dela não vai dar certo, ou seja, uma pessoa que está tão convencida de que a própria presença dela é uma presença aceita e aceitável e bem-vinda, que ela sequer supõe que aquilo ali pode dar errado, pode ser questionada. Então, toda essa ideia justamente do que eles acreditam, que seja a supremacia branca. Então, toda essa violência de racismo, ela é construída justement. En effet, Lazaro est un enfant avec de nombreux privilèges. Rien ne lui est refusé, un peu aussi comme le personnage de Delphine qu'on voit plus tard, qui est un imposteur, qui est sûre d'elle-même, qui pense qu'elle est bienvenue, qu'elle est bien comme il faut dans cette société. Et ces deux personnages-là croient vraiment qu'ils ont tout pour lui, que rien ne peut leur être reproché. Et donc c'est cette violence-là qui est construite de cette manière aussi, qui se construit de cette manière dans le roman. Alors si on est vraiment touché par ce livre, plus que ça, si on se sent interpellé, c'est aussi parce qu'il y a, on se dit que cette violence n'a pas cessé de circuler. Et effectivement, quand il y a des citations, je crois que c'est le personnage de Helga, donc Delphina, qui se transforme, qui adopte une autre identité et qui à un moment donné dit, je cite, « Les nègres ont eu leur chance, ils ont été affranchis, libérés, et qu'en ont-ils fait? Rien comme toujours. » Ça, c'est une phrase terrible, mais qu'on pourrait... Alors, il faut dire que le livre se déroule donc dans les années 30, ça veut dire qu'on est à peu près à 40, 45 ans après la loi dorée, en fait, qui abolit l'esclavage, qui avait lieu en 1888. Donc on est encore relativement proche de générations plus tard, mais encore aujourd'hui, c'est une phrase, la question du mérite ou la question qu'est-ce que vous avez fait de votre liberté est une phrase terrible, mais elle ne sera pas prononcée comme ça, mais il y a quelque chose de l'ordre de vous êtes aussi responsable de votre situation. C'est ça ce qui rend aussi le texte si terrible. C'est qu'il y a un certain nombre et même je dirais cet idéal de la blancheur est aussi quelque chose qui n'a jamais vraiment quitté l'histoire du Brésil. Eu acho que essa questão de uma manutenção de pensamento, né? Não é isso? Pensamento que não mudou, não é? Que mudou, mas que não desapareceu. Que não desapareceu, justamente. É curioso, porque o Curo, é interessante comentar, ele vem, na minha proposta, na minha cabeça, ele vem depois de um outro livro que eu escrevi, que se chama Sorte, e que é um livro que começa a falar dessa questão da abolição da escravatura. Então, eu começo esse projeto a partir do final do século XIX. É ali que eu começo a falar do Puro, curiosamente. La pensée est intéressante, cette question que la pensée a changé, mais qu'elle n'a pas disparu. Avant Pur, j'ai donc écrit un roman qui s'appelait Sorte. Et dans ce roman, j'ai commencé à parler de l'abolition de l'esclavage. Donc l'intrigue a commencé à la fin du XIXe siècle. Eu acho que a partir da abolição da escravatura no Brasil, nós temos, então, toda uma sociedade branca que não aceita essa nova fase, esse novo movimento, e, então, tenta, de todas as maneiras, como até hoje é assim, tenta de todas as maneiras, uma manutenção de um poder, uma manutenção de classes e castas, e até hoje nós vemos o resultado disso com discursos da extrema-direita, fascistas e tudo isso que vem acontecendo no Brasil e no mundo. À partir de l'abolition de l'esclavage, on a vu qu'une société blanche refusait, n'acceptait pas ce nouveau changement et tentait par tous les moyens de garder un certain pouvoir à travers un système de caste ou de classe. Et même jusqu'à aujourd'hui, ce discours est encore présent, par exemple dans des discours d'extrême droite, que ce soit au Brésil ou dans le reste du monde. Bom, portanto, eu acho que é uma situação que
oficialmente ela terminou, mas praticamente, na nossa prática, ela está longe de terminar. Por isso é tão importante estarmos presentes e nos envolvermos com a política, com políticas públicas. Por exemplo, a política de cotas nas universidades é uma coisa extremamente importante, essencial até, eu diria. Todas as políticas que chamam para uma inclusão das pessoas negras, precisamos sempre fazer mais e mais e mais, porque existe uma suposta dominação de uma classe e de uma raça que gostaria de manter as coisas como eram. Então, isso é muito perigoso para o Brasil, porque nós já avançamos. Então, qualquer narrativa que bloqueie, obstrua isso, ela precisa ser exposta. Officiellement, cette situation est terminée, mais pratiquement, dans le quotidien, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours présent, toujours être alerte, toujours militer politiquement, que ce soit dans la politique locale, par exemple sur la question des quotas, c'est une question très très essentielle. Il faut qu'on continue à réfléchir à cette inclusion de plus en plus importante des communautés minorées. Et parce que, mine de rien, il y a toujours une domination d'une classe qui veut maintenir un ordre comme avant. Et cette idée-là, c'est une idée quand même très dangereuse au Brésil ou ailleurs. Et chaque manière de lutter contre ça doit être mise en avant et dévoilée. Eu acho que essa questão da não mudança desde a abolição, passando por hoje, por esse artigo na Constituição, que é flagrante do encorajamento eugenista, é muito importante que estejamos atentos para isso, até porque há várias tentativas em vários momentos da história de um embranquecimento da sociedade, um embranquecimento através de uma, entre aspas, eugenização da população, que já não pode ser aceita. E eu acho que o acesso à educação amplo da sociedade brasileira ajuda a que sejamos educados e refletir, que a gente possa, então, refletir sobre essa questão de não voltar a narrativas antigas, não voltar a isso, e rejeitar esse tipo de proposta. Donc, cette question de non-changement qui est un peu mise en avant par l'article de la Constitution au début du livre qui raconte, qui montre la question eugéniste, me permet de dire qu'il faut être attentif, parce qu'il y a eu différents moments dans l'histoire du Brésil où il y a eu cette tentative d'eugénisation de la population, et il ne faut pas l'accepter, il faut qu'on lutte contre ça. Cela passe par un accès plus vaste à l'éducation, en effet. Et cet accès à l'éducation va permettre à la population de réfléchir à cette question pour qu'elle ne revienne plus jamais et qu'on puisse la rejeter. Ce qui paraîtrait paradoxal ou difficile au vu d'Europe en ce qui concerne le Brésil, c'est qu'il y a d'abord, la notion de blanchiment, c'est une notion qui est relativement connue, c'est-à-dire il y a toutes les tentatives, et entreprises importantes qui ont été faites pour faire venir des immigrés d'origine européenne à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'était inscrit dans une politique ouvertement, qui visait ouvertement le blanchiment de la société, c'est-à-dire on essayait, après l'abolition de l'esclavage, à blanchir, ça a été dit, ça a été propagé, les ports ont été ouverts à la population venant notamment d'Allemagne et d'Italie. Mais d'abord, la question de l'eugénisme, moi, je suis tombé des nues, j'avoue, quand j'ai lu ça, parce que ça, j'étais absolument pas au courant. Donc, il y a une violence, je dirais, supplémentaire dans cette histoire. Et ma question serait, après cette longue introduction, c'est pour savoir, il y a eu, le Brésil n'est pas une île en dehors du monde, il y a eu, comme en Allemagne, il y a cette montée du nazisme, il y a eu au Brésil notamment le mouvement intégraliste qui était
qui n'était pas aussi ouvertement antisémite que l'étaient les nazis. Il y avait des membres de ce mouvement qui étaient ouvertement antisémites, mais c'était un mouvement qui, en même temps, au départ, essayait de propager un peu comment dire, la cohabitation des personnes de différentes origines. Et pourtant, au moment des années 30, il y a eu effectivement ce basculement. Et ma question serait, est-ce que ce qui en Europe a été largement dénoncé à travers des programmes éducatifs, est-ce que le Brésil est aussi ouvertement en rupture avec cette idéologie passée? Est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement dénoncé, ou est-ce que c'est discuté? Est-ce que c'est une problématique qui est, avec laquelle a été rompu, disons, intellectuellement parlant et culturellement parlant? Eu acho que no Brasil é curioso, essa pergunta é importante, porque a questão do eugenismo no Brasil, isso nunca foi falado durante muito tempo. Nunca foi falado, nunca foi uma questão comentada, sempre foi uma questão escondida. Eu cresci durante a ditadura no Brasil, fui educada durante a ditadura, esse assunto jamais foi colocado à mesa. Acho que quase qualquer brasileiro que você pergunte não teve uma educação sobre eugenia no Brasil, e que foi um projeto em constante desenvolvimento. Au Brésil, on n'en a jamais parlé. Ça a toujours été un sujet tabou. Je suis née, j'ai grandi pendant la dictature, et ça a toujours été un sujet qui n'a jamais été abordé. On n'a pas d'éducation, on n'a pas été à l'école, par exemple, on ne parlait pas de l'eugénisme. E eu acho que durante todo esse período de pessoas como eu que cresceram na escola durante a ditadura, claro, a ditadura tinha ali um filtro, então éramos educados de uma maneira muito específica, muito objetiva para aquele regime. Donc pendant, bien sûr, l'époque de la dictature, à l'école, bien sûr, on avait une éducation très spécifique, très particulière. E portanto, a questão do eugenismo nunca foi trazida, nunca sequer falou sobre esse artigo no Brasil, nunca ninguém comentou isso. Curiosamente, agora no Brasil, parece que o eugenismo virou uma pauta, virou uma conversa, as pessoas estão falando sobre isso, mas eu acho que é porque, mais do que um panfleto, eu acho que como o meu livro, tem um outro livro chamado do Evandro Nascimento, ele é um livro que se chama O Embranquecimento, que é um livro muito importante, que é ficção também, que trata de um projeto do Brasil que tinha de embranquecer a população até um certo período. En effet, donc on ne parlait pas du tout de l'eugénisme, c'était une question qui n'était pas du tout commentée. Maintenant, au Brésil, on commence à en parler de plus en plus. J'ai écrit un autre livre en parallèle de Pur qui s'appelle O Embranquecimento, donc le blanchiment, qui est une fiction dans ce cas-là, et qui raconte donc le blanchiment de la population brésilienne. E eu acho que é um livro importante, e eu acho que agora, como todo tipo de arte, mais do que ser um panfleto e querer orientar a população, eu acho que esse tipo de proposta serve para incomodar um pouco, para desnortear um pouco, tirar um pouco o pensamento do que era e trazer discussões importantes como essa. Le livre en question a été un livre très important, au-delà ce n'est pas un pamphlet, c'est un livre qui a permis de faire bouleverser un petit peu les mentalités, peut-être de gêner également, et d'apporter surtout des débats et de discuter. Ce que je trouve intéressant, je ne veux pas particulièrement creuser la culpabilité intellectuelle, disons, du Brésil, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce paragraphe apparaît dans la Constitution, alors que, par exemple, des gens comme Gilberto Freire écrivent des livres qui exaltent la fusion enfin, le métissage. Il y a quelques années plus tard, Stefan Zweig, qui avait probablement une vision un peu biaisée du Brésil, mais en même temps une vision enthousiaste. Il écrit Brésil, un pays du futur, où il considère aussi, enfin, il fait vraiment un portrait du Brésil extrêmement paradisiaque. Donc il y a eu, je dirais, à la fois cette vision qui était très profonde, à la fois dans la population et dans la culture d'un Brésil métissé,
Et en même temps, il y a ce projet de blanchiment qui est inscrit noir sur blanc, si je peux dire, dans la Constitution et qui se reflète même dans le titre de votre livre aujourd'hui, avec le titre pur. C'est quelque chose de très... je trouve cette contradiction intéressante. Sim, é uma ideia muito contraditória, justamente porque a sociedade brasileira ela é fundada e ela é construída no racismo. Ela precisa de um racismo para que ela seja próspera, digamos assim. É o paradoxo de tudo isso. É que essa exposição do Debré, né, agora falando também sobre isso, tem aquelas imagens tão icônicas do Brasil colônia, depois Brasil império. Une idée vraiment très contradictoire parce que la société brésilienne est fondée sur ce racisme. Elle a même besoin de ce racisme presque pour être prospère. Par exemple, là, on voit à la Maison de l'Amérique latine, la collection de Jean-Baptiste Debré, où on voit ces images iconiques de l'histoire brésilienne, le Brésil impérial, le Brésil... Mas só dizendo que o Brasil, não é que o Brasil precise do racisme, há pessoas que acham que o Brasil precisa do racisme, c'est important dizer isso. Je rectifie, donc ce n'est pas que le Brésil a besoin du racisme, il y a des personnes qui pensent que le Brésil a besoin du racisme. Sim, e eu acho que essa questão ela é um paradoxo, ela é paradoxal e ela é contraditória por conta justamente dessa manutenção dessa classe, né? É uma classe que não quer deixar de ter os privilégios que tem, portanto, é importante que não se mexa na estrutura que funda o Brasil, né? E por isso toda essa revolução contra políticas de esquerda, políticas mais inclusives. En fait, c'est paradoxal car il y a une certaine classe qui voudrait garder leurs privilèges, qui ne voudrait pas que tout soit bouleversé. Or, on voit maintenant qu'il y a une révolution qui a lieu avec pas mal de mouvements politiques au Brésil. E é só interessante comentar também que quando a gente pensa nessas frases, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é um país que não tem guerra, o Brasil é um país que não tem racismo. Tudo isso são narrativas de uma ditadura também. Eram narrativas para pacificar uma população, para que não questionassem de fato as questões que estavam ali embaixo numa ebulição, prontas para ferver. Et quand on pense à des phrases comme Brésil, pays du futur, ou pays sans guerre, pays sans racisme, tout ça, ce sont des narrations qui ont été créées par la dictature pour pacifier la population, pour empêcher cette ébullition qui était en cours. Comment votre livre a été reçu au Brésil? Muito bem, de novo, é um ponto uma pauta que quase não era discutida e foi muito bem recebido por muita gente. Curiosamente, bom, eu acho que a literatura, o livro, né, ele existe a partir da leitura, ele só existe a partir de uma leitura. Então, eu faço uma proposta, a pessoa que lê, então, ela faz o livro junto comigo nesse sentido. E eu acho que houve, então, respostas diversas em relação a essa proposta. É um livro arriscado, porque eu acho que a proposta dele, a leitura precisa ser concluída, ela não pode só começar, porque é um livro que traz frases racistas, frases chocantes, frases que espantam, não só do racismo, mas do capacitismo, né? Então, são frases e personagens que trazem um espanto, mas é preciso terminar essa leitura para, então, ter uma opinião. Eu tive a sorte de ter a maior parte do que me chega são pessoas que compreenderam o que eu quis, não que isso seja tão importante, o que eu quis, mas que compreenderam ali uma proposta de incômodo para o debate. Mon livre a été très bien reçu. Selon moi, la littérature, elle existe par la lecture, c'est-à-dire que je fais une proposition et le lecteur, en le lisant, modèle le livre avec moi. En plus, c'est quand même une lecture très risquée dans le sens où c'est un livre où il y a des phrases qui espantent, qui suscitent de l'effroi.
parce qu'on va parler de racisme, on va parler de capacitisme. Moi, ce qui m'a intéressée pour le lecteur, c'est de faire cette proposition, que le lecteur fasse une lecture complète du livre et que cette gêne qu'il a pu avoir permette d'avoir une opinion, d'avoir un débat, de pouvoir discuter de ce livre. Pour finir, peut-être, il y a quand même encore une fois, malgré toute cette violence, il y a toujours aussi une subtilité, je pense, dans ce texte qui le rend vraiment, à mes yeux, important. C'est qu'à la fin, le personnage, peut-être on peut même dire le personnage principal, donc l'employé de maison qui s'est occupé de cet enfant handicapé, qui elle on l'apprend, avait perdu un enfant, et puis au fur et à mesure on découvre que cet enfant elle a été avortée contre son gré, et puis le médecin l'a aussi stérilisée en même temps. Tout à la fin du livre, lorsqu'elle signe une sorte de pacte avec cette, disons, oligarchie locale, parce qu'elle est au courant des gestes criminels qui ont été commis, elle s'en va déterrer son enfant, l'enfant mort-né, donc qu'elle avait perdu, comme si il n'y avait même pas de place sur le cimetière pour ses enfants. J'ai trouvé ça une fin à la fois très violente, mais en même temps très touchante, parce qu'il y a quand même à la fin donc ce lien entre la mère et l'enfant, et aussi le père de l'enfant, qui est un de ces personnages plutôt faisant partie du lumpenprolétariat, mais qui a encore donc il y a quelque chose d'un vrai lien qui finalement subsiste, et c'est peut-être ça la conclusion la plus positive, optimiste d'un bilan quand même assez noir, un regard assez noir, mais percutant, et encore une fois, je trouve d'un point de vue littéraire, absolument convaincant. Voilà, c'était peut-être une remarque. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais... Sim. Só comentar que a Iris é uma personagem, para mim, é uma personagem, sim, muito comovente nesse caso, porque ela se chama Iris, no caso, ela vê as duas, ela vê coisas demais, ela vê duas casas, ela vê situações que ela supostamente não deveria ver. E a concepção e construção da Iris era muito importante que eu fizesse uma personagem que não sucumbisse a uma vitimização. Então, por isso eu quis que ela fosse... que ela fosse seduzida por opções e oportunidades de mudar de vida também. Isso era muito importante para mim, fazer uma personagem mais humana, com essas tentações que as pessoas brancas da cidade oferecem a ela. Mas talvez seja ela a personagem que eu mais gostei de escrever no livre, na verdade, sim. Moi, Iris est un personnage très émouvant parce que c'est une femme qui voit trop de choses, des choses qu'elle ne devrait pas voir. Elle voit ce qui se passe dans les deux maisons. Ce qui était important pour moi, c'était que Iris, en l'écrivant, ne tombe pas dans la victimisation. C'est une femme qui est séduite par des options, pas des opportunités pour changer sa vie. Et ce qui fait d'elle un personnage très humain, malgré toutes les tentations apportées par les personnages blancs autour d'elle. Pour moi, Iris a été vraiment le personnage que j'ai le plus aimé écrire. Merci beaucoup. Merci. On a le livre L'Appel, le magnifique livre que Mayra vous avez traduit, oui. Et dont je voudrais parler maintenant, de Leila Guerriero, qui est donc, c'est une autrice. On n'a jamais pu la voir ici, mais je suis très content que vous puissiez être présente comme son... Leila est venue, elle est venue ici. Elle est venue pas ici à la tribune, je dois dire. Ah oui, pardon. Pas dans cette maison, oui, bien sûr. Elle était venue à la sortie du livre précédent, L'autre guerre. Ouais. Donc, voilà, aussi un très beau livre. Et comme en général, ces livres, ils sont des reportages littéraires. C'est je ne sais pas comment on veut qualifier sa littérature, mais en tout cas, c'est une littérature qui est basée toujours sur des enquêtes extrêmement précises, et en même temps portée par une écriture qui est extrêmement captivante. Elle est, je ne dirais pas fictionnelle, parce que c'est une écriture qui est basée dans le réel, mais qui est cette fois-ci au service d'un portrait extrêmement
je dirais, complexe et parfois qui va jusque dans éclairer les contradictions, d'une femme qui s'appelle Silvia Labayrou, qui a 20 ans environ, donc était membre des Montoneros en Argentine, c'est-à-dire un groupe armé d'obédience péroniste qui a lutté contre la dictature, dont les membres, les militants, normalement portaient sur eux des capsules de cyanure pour pouvoir éventuellement, en cas d'arrestation, échapper à la torture et notamment à la dénonciation, à la tentation de dénoncer les camarades. Elle se fait surprendre lors de son arrestation, elle n'arrive pas à se suicider, en tout cas elle ne se suicide pas, elle n'utilise pas son arme. Et puis elle est amenée dans cette fameuse, terrible endroit qui s'appelle ESMA, donc l'école de mécanique de la marine d'Argentine, qui est vraiment le cœur sombre de cette dictature, lieu par lequel sont passés, je crois, 5000 prisonniers, c'est quelque chose d'absolument inouï. Je crois qu'il y a à peu près 300 survivants. Il y en a beaucoup qui sont morts lors de ces fameux vols de la mort. Entre 200 et 300, enfin, les chiffres varient. Mais et donc Silvia est une des survivantes, et je dirais que son histoire, sa biographie est absolument extraordinaire, au moins à 2 titres. Premièrement, donc elle vient d'une famille plutôt, son père est pilote de ligne d'une compagnie aérienne. Elle est très belle, ça c'est répété par tous les témoins, parce que le livre est construit à la fois sur beaucoup de rencontres. Un bout de son visage sur la couverture. Partiellement, oui. Le livre est construit à la fois à partir d'innombrables entretiens que Leila Guerriero avait avec elle, mais aussi avec sur des entretiens qu'elle avait menés avec les maris, ex-maris, filles, entourage, etc. Donc il y a beaucoup de... Elle avait, dans les échanges que j'ai eus avec elle, elle avait à peu près 2000 pages de transcriptions d'entretiens, de minutes de procès, de notes, de livres qu'elle a lus. Enfin voilà, donc c'est presque 2 ans, à peu près 2 ans d'enquête. Ouais. Voilà. Pendant le Covid, tout le monde l'entend, beaucoup de rencontres se sont faites masquées. Alors, le Covid est là. Le Covid est là aussi dans le livre, il revient. Silvia Labayrou, il y a d'abord, quand elle est arrêtée, elle est enceinte. Elle se dit, elle se fait horriblement torturer. Pendant la détention, elle se dit, peut-être qu'ils vont me laisser en vie jusqu'à la naissance de l'enfant, pour garder l'enfant. Mm-hmm. Effectivement, elle accouche de l'enfant dans les sous-sols de l'ESMA, une scène absolument apocalyptique avec 2 prisonnières qui l'assistent et un garde, si mes souvenirs sont bons, enfin une situation absolument inouïe. Ensuite, elle se dit maintenant ils vont me tuer. Mais curieusement, donc celui qui l'interroge, le personnage aussi sinistrement connu sous le surnom de Tigre, prend le téléphone. Elle se dit peut-être qu'elle va survivre parce qu'elle est très belle. Et là, on rejoint un peu la thématique de Pure de tout à l'heure, parce qu'il y a quand même... Donc, elle souligne elle-même qu'elle est blanche, elle est belle, c'est une femme, et elle n'est pas juive. C'est aussi ça plaide pour sa survie. Et effectivement, le Tigre prend le téléphone et fait un coup de fil. Et là, je vous laisse raconter peut-être ce que vous avez... C'est-à-dire que sur la question de pourquoi elle survit, moi, je veux dire, oui, alors, il y a plein de suppositions. Bon, son père est militaire. Voilà, donc effectivement, ça, on le sait assez rapidement, parce qu'il raconte, dans toute la première partie du livre, il raconte aussi l'enfance, en fait, et l'histoire de la famille de Silvia Labayrou. Oui, est-ce que ça compte pour la dictature, je veux dire? Est-ce que c'est... Alors, très certainement. Mais je pensais que c'est surtout le coup de fil qui compte. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a surtout un arbitraire terrible. Donc, en fait, on peut émettre des hypothèses sur le pourquoi, effectivement, son enfant n'a pas été donné, mais confié à sa famille, aux parents, en l'occurrence aux parents du père du bébé, ce qui était assez rare, finalement. Et pourquoi ils ne l'ont pas tué par la suite, mais ils l'ont libéré. Oui, le père était militaire, et au moment de cet appel, donc la scène que vous évoquez, c'est effectivement une scène très forte dans le livre qui donne, c'est entre autres une des raisons du titre, voilà,
donc le dirigeant de la ESMA, qui s'appelle Alfredo Astiz, appelle donc le père en pensant qu'il va tomber effectivement sur quelqu'un de plutôt pro-Montonero. Et en fait, la première chose que fait le père quand il décroche le téléphone, il pense qu'en fait, ce sont les Montoneros qui l'appellent, et donc qui ont sa fille, et donc il commence à les insulter. Voilà. Et donc c'est un quiproquo, hein, voilà. Et donc Astiz comprend qu'en fait le père est des leurs, entre guillemets, et donc c'est une des hypothèses. Voilà, il lui laisse la vie sauve peut-être pour ça, peut-être pour aller dire ah bon, finalement ton père n'est pas un vendu, c'est pas un militaire, parce que son père en fait était militaire, mais il était passé dans l'aviation civile. Voilà, il avait voilà. Donc c'était assez mal vu aussi. Et donc en tout cas alors j'ai oublié la date exacte, mais du coup c'est une date qui a marqué la vie de Silvia Lavalle, de son père, puisqu'ils ont fêté cette date chaque année. Ils dînaient ensemble à la date de l'appel. Donc voilà. Mais effectivement, mais je pense pas qu'on puisse donner. Il y a un faisceau de raisons. Donc effectivement, elle n'est pas juive. Elle est belle, son père était militaire, elle avait certains codes, elle était très éduquée, elle parlait plusieurs langues, donc ça aussi voilà, elle parlait plusieurs langues, donc effectivement, elle était utilisée comme d'autres prisonniers pour faire des traductions, pour la question des faux titres de propriété, des fausses identités, donc cette petite usine, atelier administratif qu'il y avait donc dans les sous-sols de la ESMA, voilà, pour les expropriations, etc. Mais parce que ça, c'est vraiment la deuxième part. Je dirais presque que le livre n'est pas coupé, il est d'un bloc. Mais enfin, la deuxième question, ou lancinante qui se pose avec ce livre, c'est que elle entre dans une sorte de zone grise qui n'a jamais vraiment été clarifiée pour aller très vite. Lorsqu'elle arrive enfin en exil après un long calvaire à Madrid, elle est ostracisée parce qu'on se dit tiens, elle a collaboré, on se dit tiens, en gros, c'est les survivants se sont compromis. Il n'y a que les morts qui sont purs, qui sont restés purs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parti des deux points très importants du livre. Alors, il y a la raison pour laquelle Leila Guerriero a commencé à s'intéresser à ce cas en particulier, c'est parce qu'en fait, Silvia Lavalle a intenté un procès pour viol donc à ses tortionnaires, chose qui n'avait jamais été faite jusqu'alors, puisque le viol en fait était compris dans les tortures en général et n'était pas un crime en soi. Donc c'était la première fois qu'il y avait un procès pour viol qui aboutit, qui a changé. Pardon ? La législation a changé à la suite, donc le viol a été considéré comme un crime à part. Alors je pense que la législation avait changé juste un peu avant, et que c'est pour ça qu'elle a pu intenter le procès. Voilà, je pense que c'est plutôt voilà, et donc le procès a abouti en 2021 en fait, peu après. Je pense que d'ailleurs elle le raconte pendant qu'elle mène ses entretiens avec Silvia Lavalle. Et effectivement, la deuxième chose qui finalement est su, c'est quelque chose qu'on sait. Je parle de la société argentine, c'est quelque chose qui se sait, mais qui n'est pas forcément connu ni assumé. C'est le fait qu'on n'a pas voulu entendre les survivants, et les survivantes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, hein, ça s'est produit pour d'autres traumatismes dans l'histoire, donc c'est ça qu'on peut appeler effectivement la zone grise, comme Primo Levi en parle aussi. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est produit en Argentine, tous les survivants et les survivantes n'ont pas été entendus. Ils ont servi, c'est eux qui ont témoigné pour les procès, notamment le procès très important de 1985, mais c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'elle dit très bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle met un pied à Madrid, tous ses anciens compagnons la rejettent. La rejettent parce que effectivement, si tu as survécu, c'est que tu as trahi, c'est que tu as dénoncé quelqu'un, voilà. Donc tu es un traître à la cause, une traîtresse en l'occurrence, voilà. Donc
donc c'était une paria, réellement une paria. Voilà. Ouais, mais vous avez mentionné Primo Levi, pour qui la zone grise couvrait justement la question de la collaboration, qui n'était pas, qui était quelque chose dont on ne savait pas trop quoi faire. Et Leila Guerriero, Silvia Labairou, elle est justement dans cette situation parce qu'elle est accusée, elle avait accompagné. Ah oui, ça c'est un point très important aussi, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée, pour infiltrer le groupe des maires de la place de Mai. Un groupe précis, donc, qui était dans une église, dans l'église de Santa Cruz. Et donc, effectivement, c'était alors peut-être que c'est un cas que vous connaissez, c'est l'arrestation de Alice Domon et Duquet, de son prénom, Léonie Duquet. Donc, les deux religieuses françaises qui ont disparu en même temps que ce groupe de mères et d'autres, d'ailleurs, d'autres militants. Donc voilà, de l'église de Santa Cruz. Donc effectivement, elle a été utilisée, donc il l'a fait passer pour sa sœur. Voilà, il l'a fait, voilà. Et donc effectivement, elle a été accusée de collaboration, mais bon, bien évidemment, elle n'a pas tellement eu le choix. C'est-à-dire que, voilà, à moins de mourir elle-même. Voilà. Et même cette question de la violence sexuelle est absolument abyssale, parce que évidemment. C'est très difficile de faire valoir ça comme un viol, parce que longtemps ça a été vu comme finalement elle a couché avec, elle s'est presque laissée séduire par il y a une violence inouïe dans cette description au départ de ces relations qui sont imposées avec, à un moment donné, il y a cette définition en fait, qui est nommée dans le livre, et il s'agit de voir jusqu'à quel point les femmes, en l'occurrence c'est toujours des femmes, ont été déradicalisées. Pour le prouver, il fallait qu'elles couchent avec les... Donc il y a quelque chose, évidemment il y a zéro volonté libre dans cette histoire, mais à la fin, elles sont dénoncées comme ayant eu éventuellement des relations. Elle va jusqu'à parler du plaisir sexuel dans son... Oui, ça c'est... Donc c'est vraiment un livre très explosif, parce qu'il il touche à toutes les zones un peu ambiguës, ou qui normalement, dans ces cas où on se dit, dans des situations historiques, on dit que c'est noir ou c'est blanc. Le livre fonce vraiment dans toutes les nuances et les contradictions. Ouais. Voilà. Oui, c'est effectivement, vous avez raison. Je pense qu'il y a une scène, notamment dans le livre, où elle parle d'une émission télévisée très très connue en Argentine, qui s'appelle Les Déjeuners avec Mirta Legrand. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, voilà, c'est vraiment très très connu, parce que c'est vraiment c'est un personnage de la télévision argentine qui a traversé les générations et qui est resté pendant très très longtemps, et où effectivement, encore dans les années 90, on lui pose la question, savoir, voilà, on lui prête en fait une relation avec Astiz, oui, comme si, bon, parce que en fait, ce qui est une des choses qui est très, là, ce que vous dites, ce qu'on comprend, c'est aussi la folie. C'est ça qui ressort beaucoup dans le livre, c'est la folie de ces gens-là. Ouais. C'est-à-dire que les tortionnaires, les violeurs, donc effectivement, avaient un projet. Comme vous dites, c'était effectivement pour remettre ces filles dans le droit chemin, voilà, pour les déradicaliser, comme vous dites. Donc, j'ai traduit par rééducation, mais alors d'un coup, là, j'ai un... le terme espagnol ne me revient plus, mais j'avais eu justement toute une discussion là-dessus, parce que, bon, ça va me revenir. Mais effectivement, c'était quand même assez fou ce qui se passait, puisque à la fois, par exemple, il la violait, mais en même temps, ils organisaient des rencontres avec son mari, qu'ils lui faisaient rencontrer son mari. Elle ne pouvait pas dire à son mari, évidemment. Ah, bien sûr, elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle était violée. Mais donc, il y a comme ça des situations assez folles. Ça s'en est une. Ou alors, elles étaient vraiment utilisées comme objet sexuel. Donc il y a un des tortionnaires, par exemple, qui l'emmenait chez lui pour l'utiliser pour des jeux avec sa propre femme. Donc en fait, ils l'ont obligé à coucher à 3. Voilà. Alors que leur enfant dormait dans la chambre. Avec l'enfant qui dort. Alors ça, c'est le détail encore plus macabre. Voilà. Donc il y avait vraiment et donc ce qui était aussi connu
c'est qu'il les sortait. En fait, il les emmenait chez le coiffeur, il les habillait, et puis il les emmenait en ville, et puis ensuite il les ramenait dans la prison. Il y a plein de détails comme ça. Enfin, c'est des détails, c'est une façon de parler, mais parce que c'est du quotidien, en fait. C'était vraiment leur quotidien. Et qui exprime en même temps ce fantasme de toute puissance qui est dans le projet en soi, mais qui s'exprime de façon absolument terrible dans ses relations avec ces femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez, vous le faites. Voilà, c'est vrai que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est permis, ces hommes le font. Puisque c'est presque ce qu'on leur demande. Voilà, ils ont le blanc-seing. Voilà, donc c'est... Et puis après, il y a toute la reconstruction. Donc, comme vous l'avez dit, malgré la résistance donc, de toute cette des réfugiés qu'il a fui comme la peste à Madrid, elle a beaucoup du mal à s'imposer dans le milieu des Argentins à Madrid parce qu'elle est vraiment, pour ainsi dire, blacklistée dans le milieu des Montoneros parce qu'on estime qu'elle a trahi. Elle construit quand même sa vie, alors elle se marie une autre fois, elle aura un autre enfant. Donc cette première fille qui est née dans l'ESMA, littéralement, elle l'emmène à Madrid. Elle va finir par l'emmener à Madrid. Elle aura un deuxième enfant. Elle retrouvera à la fin un garçon qui était un psychanalyste, en fait, qui était très amoureux d'elle quand elle est jeune et qu'elle va finir par marier. Un amour d'adolescence, oui. Un amour d'adolescence. Donc il y a en même temps dans ce livre toute la reconstruction et c'est aussi une biographie absolument vraiment particulière d'une personnalité hors norme, on dirait, à la fois lorsqu'elle est torturée, lorsqu'elle est prisonnière, lorsqu'elle s'engage elle se jette la tête la première dans cette lutte de guerriera, alors qu'on ne comprend pas vraiment tout de son milieu d'origine, devrait la prédestiner plutôt à rester dans les clous. Et même aussi, elle est exceptionnelle à la fin, quand elle se reconstruit après des années de souffrance. Et une souffrance, donc encore une fois, qui continue, parce qu'elle ressent un peu le choc social pendant des années. Donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est un livre absolument extraordinaire dans le sens où il est vraiment complet. Il est à la fois très précis sur la lutte politique et sur cette violence directe, crue, physique de la torture, de la détention. Et ensuite, le livre est aussi d'une grande précision quant aux contradictions de cette femme qui aime les chats, qui aime les chiens. Enfin, il y a on est vraiment dans une biographie totale, avec à la fois une empathie et avec une précision aussi, elle ne lui laisse rien passer. C'est vraiment c'est vraiment un portrait. Comme le sous-titre espagnol, c'est un retrato, donc c'est un portrait. C'est vraiment la ligne qu'a suivi Leila Guerriero pour écrire le livre. Je pense que oui, ce qui définit le personnage, c'est qu'effectivement, elle ne veut surtout pas qu'on l'associe uniquement à son être de victime. Donc c'est quelque chose c'est une chose à laquelle elle tient beaucoup. Donc elle fuit absolument comme la peste la victimisation. Et d'ailleurs, le caractère un peu exceptionnel du livre, c'est qu'elle a refusé pendant toute sa vie quasiment les interviews. Et en fait, là, Leila Guerriero a eu accès à elle à travers un ami qui s'appelle Dani Jaco, qui est photographe et qui était donc un ami d'adolescence de Silvia Lavairo, un photographe très important parce que je crois qu'il travaille pour Clarín. Maintenant, il est le directeur photo de Clarín et donc effectivement là, elle a accepté, elle a réussi, donc Leila Guerriero à établir une relation avec elle et à recueillir son témoignage, mais c'est quelqu'un qui a priori se méfiait beaucoup. Aussi à cause de cette histoire d'Assis et de tout ce qu'elle a vécu, etc., des journalistes. Donc, elle fuit la victimisation, mais je dirais quand même donc, que par ailleurs, je pense que son destin, en fait, est exceptionnel parce qu'elle a survécu, mais en réalité, et qu'elle a beaucoup souffert, etc., mais en réalité, c'est le destin de beaucoup de survivants.
C'est-à-dire que la plupart des survivants ont vécu ce qu'elle a vécu, et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Et je pense que, en lisant il y a une interview d'ailleurs d'une historienne que j'ai trouvée très intéressante qui est parue dans Mediapart hier sur le livre. Claudia Feld, qui a écrit un livre avec Marina Franco sur la ESMA, sur la prison. Et justement, elle souligne ça, le fait que... c'est pas un destin forcément exceptionnel au sens où c'est le destin, malheureusement, de beaucoup de survivants. Et je trouve qu'elle, dans cette façon qu'elle a, comme vous dites, de rentrer vraiment dans les tout petits détails, vraiment du quotidien, les chats, les chiens, en fait, donc d'en faire un vrai portrait total, comme vous dites, je trouve que ce qu'elle réussit très bien, Leila Guerriero, c'est aussi à retrouver les traces du traumatisme. C'est-à-dire qu'on le voit quand même, c'est-à-dire qu'on voit... dans des toutes petites choses, je sais pas, laisser brûler une casserole sur le feu, oublier des choses, enfin, les traces du traumatisme à la fois de la torture, de la violence d'État et de l'exil. Les deux à la fois, je pense. Et ne serait-ce que dans ces déplacements frénétiques quasiment entre Madrid et Buenos Aires, parce que c'est... Alors ça, c'est lié à son amour d'adolescence, puisqu'elle elle revient... Au fond, elle ne sait pas vraiment où elle habite. Enfin, il y a quand même en plus, elle est... Elle est limbo, elle dit, dans les limbes, elle dit. Alors, le livre, il est très précis. Et là, on retrouve un peu son écriture des autres livres. Un des derniers que j'ai beaucoup aimé, c'était le livre qu'elle avait écrit sur la présence de Truman Capote sur la côte, la Costa Brava en Espagne, en attendant l'exécution des deux criminels sur lesquels il écrivait son livre de sang-froid. C'était un livre dans lequel elle allait sur les traces de l'écrivain, elle essayait de se faire une idée de l'identité de l'écrivain en creux, parce qu'il évidemment n'est plus là, à travers le témoignage des habitants. Et elle comparait ça avec les lettres, le contenu des lettres qu'il avait écrites à ses proches à ce moment-là. Il n'y avait rien à voir. Les deux souvenirs ne se recoupaient absolument pas. Enfin, les lettres ne reflétaient pas ce que lui avait dit les rares témoins de sa présence sur la Costa Brava. Et il me semble que l'appel sonde aussi les différences entre ce qu'elle dit elle-même et ce que disent les autres. Les souvenirs, évidemment, ne sont pas les mêmes de ses proches. La perception même elle-même. Elle rentre dans l'ESMA, elle voit la table sur laquelle elle a accouché, elle voit sa cellule, elle dit « j'avais l'impression que c'était plus grand ». C'est quelque chose de très... et je trouve que la grande qualité de ce livre, c'est qu'il est vraiment toujours très, très, très près. Donc, Leila Guerriero, elle décrit à chaque fois, de façon quasiment obsessionnelle, les conditions dans lesquelles elle rencontre chacun des témoins, ou à chaque fois qu'elle rencontre Silvia Labairou, elle raconte la manière dont elle est habillée, comment elle replie ses jambes, si elle boit du thé ou du café, etc. Mais je pense que dans cette presque obsession pour le détail, elle trouve matière à rendre justice à cette biographie. Comme vous dites, évidemment, elle n'est pas la seule, mais c'est quand même, il reste que c'est un livre sur une biographie absolument singulière. Oui, ce que vous dites me rappelle une interview de Neige Sino qui avait parlé du livre sur France Culture dans une des émissions. J'ai oublié le nom de l'émission, mais c'est une des émissions qui parle de livres sur France Culture et qui parlait justement de ce livre-là qui l'avait beaucoup marqué, qui disait que c'était vraiment un des grands livres de cette dernière année, puisque Neige Sino lit en espagnol, puisqu'elle habite au Mexique. Et elle parlait justement d'une des grandes qualités du livre qui est aussi de dévoiler la méthode journalistique. C'est-à-dire qu'elle Leila Guerriero est journaliste, donc ce qu'elle fait, c'est du journalisme littéraire. Et ce qu'elle fait en permanence dans ses livres, donc comme vous disiez dans les précédents et aussi dans celui-ci, c'est quelque part nous montrer que, c'est-à-dire qu'elle fait émerger sans avoir à produire des analyses, elle fait émerger la complexité du réel en nous faisant écouter les différentes voix dans une même situation,
un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Et donc elle confronte, pas forcément en même temps, hein, mais dans l'ensemble du livre. Et on comprend que ça va être difficile de vouloir trouver une vérité. Il n'y a pas une vérité. Il y a la complexité du réel. Et c'est sa grande force. C'est-à-dire qu'elle arrive à le faire ressortir sans avoir besoin de l'expliquer. Juste en nous le montrant, en nous emmenant avec elle dans ce voyage-là. Ouais, c'est son métier. Elle me dit voilà. Donc, merci beaucoup. Il y a juste une phrase j'ai trouvé très touchante. Et c'est peut-être il faut aussi cette proximité pour l'entendre à un moment donné, vers la fin du livre. Je suppose que ça a été dit presque sur le ton de la confidence. Et Silvia Labairo dit donc à Leila Guerriero, tu sais, au fond, ce que je voudrais vraiment, c'est avoir du temps. Ah oui. Dit que j'ai peut-être encore 10 ans de bonne santé devant moi. J'essaie de gérer bien mon temps pour... Oui, elle s'est dit que c'est qu'après être sortie de prison, elle se dit qu'une de ses obligations, c'est d'avoir une bonne vie. Oui, c'est ça. Avoir une bonne vie. Mais effectivement, c'est vraiment un très grand livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste, avant de vous libérer, vous mentionner encore le dernier livre de Bernardo Carvalho, intitulé Les Remplaçants, et donc qui est paru comme toute l'œuvre traduite de Carvalho aux éditions Métellier, et celui-ci est traduit par Elisabeth Rodriguez Montero, une très bonne traduction. Bernardo Carvalho, c'est un des auteurs les plus intéressants, les plus constants de sa génération, de la littérature brésilienne. Je regrette qu'il a été à Paris ou en France au mois de juin, je pense, mais il ne peut pas être là pour la rentrée. Il revient dans ce livre sur une anecdote qui est en partie qui est en partie autobiographique. C'est le voyage d'un garçon de 10-11 ans dans un bimoteur en compagnie de son père. C'est son père qui pilote, qui part du sud-est du pays pour aller visiter la ferme qui appartient au père, qui a une taille qui correspond à plusieurs fois la surface du Liechtenstein, et qu'il compte défricher pour vendre le bois à un entrepreneur de l'Oregon qu'il avait rencontré auparavant. Et donc, s'il le faut, évidemment, chasser aussi la population indigène si jamais il y a des populations qui vivent sur ce terrain. Le voyage est très traumatisant pour l'enfant parce qu'on a l'impression, on comprend très vite que les relations, au fond, s'inversent. Le père, il est dans tous les excès au lieu de représenter la figure du père. Il est dans le non-respect des règles et des lois. Et du coup, ça incombe à l'enfant de représenter la loi, en quelque sorte. Ça devient particulièrement poignant lorsque le père qui souffre du palud a une crise de paludisme. Il sait qu'il ne devrait pas conduire son avion, mais il le fait quand même. Et lorsqu'il est vraiment pris de fièvre, c'est au petit garçon de prendre le manche alors c'est pour la première fois qu'il doit piloter un avion, il doit le poser. Voilà, donc c'est une relation très complexe entre père et fils qui se reflète d'une certaine manière dans le livre que le garçon lit et qui s'intitule lui aussi Les Remplaçants. C'est un livre de science-fiction. Le garçon se plonge littéralement dans ce livre aussi pour se calmer et pour pouvoir supporter ce voyage très, très ambivalent avec son père. C'est un livre de science-fiction qui raconte le voyage d'un autre enfant sur un vaisseau spatial qui va atterrir sur une planète, dans un autre système solaire pour... voir s'il est possible de rendre cette planète habitable. Donc il y a un certain nombre d'échos, évidemment, entre ce récit que l'enfant lit et sa propre situation, parce que l'histoire se déroule, elle est dans ce sens vraiment, elle correspond à la génération de Bernardo Carvalho, elle se déroule dans les années 70, c'est-à-dire sous la dictature militaire, aussi pendant une période où l'économie brésilienne passe vraiment à une phase prédatrice où, comme on le dit aujourd'hui, cette prédation devient systémique. Et donc, on est face à une destruction massive, le début d'une destruction massive de la forêt de l'Amazonie. Et donc, il y a une certaine correspondance entre les deux récits. Et le livre devient vraiment intéressant, il acquiert sa densité lorsqu'on découvre que ce récit est au fond un souvenir du garçon, que ce garçon évoquera pour lui-même lorsqu'il aura 50 ans ou un peu plus, lorsqu'il sera vieux. Et
il sera en relation avec un amant, un jeune homme qui, de par la différence d'âge, pourrait être son fils. Revient alors cette question de qui est le père de qui est le fils de qui, où sont les responsabilités, qui doit respecter la loi. C'est un moment de remémoration du père, du garçon, de l'homme que le garçon est devenu, qui lui permet enfin de se souvenir de quelle violence le père était capable lorsqu'il était donc fermier dans les années 70 au Brésil. Et avec cette réflexion sur qui est responsable de quoi et de qui, je pense que Bernardo Carvalho trouve aussi une façon très intéressante et très émouvante de s'inscrire lui-même dans cette histoire du Brésil et de prendre sa part de responsabilité dans l'évolution du pays qui, de toute évidence, et lui il est le premier à le dire, est aussi sur une voie suicidaire. Donc il y a dans cette destruction qu'il décrit et dans cette violence qu'il décrit, il y a aussi une part de, je dirais, de prise de responsabilité de la part de l'auteur, à la fois en l'écrivant et puis en assumant cette situation un peu trouble de l'homme qui est entre être victime et être coupable. Voilà, donc je pense à un roman très poignant qui, d'une certaine manière, prend un peu la relève ou s'appuie sur ce qui reste pour moi un des romans les plus intéressants de lui, qui s'appelle 9 nuits. Donc c'est en quelque sorte une continuation de la réflexion de l'homme de São Paulo qu'il est et de sa relation avec l'Amazonie. Voilà, donc c'était ça, les 3 livres d'aujourd'hui. Je crois qu'on a peut-être une... Voilà, les remplaçants aux éditions Métellier. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de votre présence. Merci à toi aussi.